la CIA. Mais si le directeur de la CIA est nommé par le président des États-Unis, le chef d'état-major interarmé, bon, il est bien sûr formellement nommé par le président, mais en fait, sa désignation est faite sur la proposition de ses pairs à l'intérieur des armées. Ce n'est pas le président qui le choisit comme ça. Donc là, M. Trump a décidé que désormais, le directeur de la CIA et le chef d'état-major interarmes ne participeraient plus systématiquement aux réunions, mais uniquement quand on les y inviterait. Donc ça, c'est une déflagration à Washington. Ça veut dire qu'il n'y a plus les moyens de continuer la politique impériale, puisque le principe de cette politique, c'est le président fait des risettes aux médias, le directeur de la CIA fait des coups fourrés par-dessous, et on amène après l'armée qui vient écraser tout le monde. Hein. Bon. Mais si on retire deux des acteurs, tout ça, ça ne peut plus fonctionner. Donc il y a eu une révolte terrible à Washington, tout le monde s'en est mêlé, tous les anciens directeurs de la CIA sont montés au créneau, et bien entendu d'anciens conseillers nationaux de sécurité comme Susan Rice. Bon. Et alors, le résultat, c'est que le porte-parole de M. Trump a dit on va faire des amendements à tout ça, mais enfin, il n'y a pas d'amendement pour le moment, c'est comme ça. Voilà. Après ça, Donald Trump a essayé de se rapprocher de la Russie. Alors, on vous explique que là-haut, hier, il a traité le président Poutine d'assassin, etc., mais c'est dans des circonstances très particulières. La vérité, c'est que actuellement... C'est parfait, c'est bon? Ok, c'est parti. Bon bah, rebonsoir encore une deuxième fois. On est avec Thierry, justement on parlait de toutes ces décisions, ce que ça engendre. Et là tu expliquais comment il a changé la configuration du Conseil national en retirant le pouvoir à la CIA et à l'armée en fait de siéger de façon permanente. Et ainsi, c'est vrai que c'est un coup de semonce terrible. C'est parce que ça fait un moment que c'est comme ça, cette configuration-là. Ça fait pratiquement 70 ans que c'est comme ça. Ouais. Donc c'est une véritable révolution qu'il fait. Et par ailleurs, donc il a commencé à travailler avec la Russie, même si sur le devant de la scène, tout le monde s'insulte et tout. La réalité, c'est que, par exemple, ici en Syrie, l'état-major des États-Unis a transmis à l'état-major russe la localisation des bunkers de Daesh à Deir ez-Zor. Et là, au cours des derniers jours, l'armée russe a tiré des bombes pénétrantes pour détruire ces bunkers qui ont été construits par les forces alliées au cours des dernières années. Parce que ici, il y a une guerre de position. Parce que personne ne raconte ce qui se passe à l'extérieur, hein, mais ici, il y a une guerre de position, comme pendant la guerre de 14, et les djihadistes ont construit tout un réseau de bunkers souterrains profondément dans le sol, hein, et ils échappent de cette manière à l'armée syrienne, qui n'a pas, elle, de bombes pénétrantes. C'est pour ça que tant que les Russes n'étaient pas là, l'armée syrienne ne pouvait que défendre les zones habitées, mais depuis que l'armée russe est là, elle détruit ces bunkers et l'armée syrienne peut reprendre du terrain. Voilà. Bon. Et donc, le fait que les États-Unis aient transmis ces informations, c'est qu'il y a une véritable collaboration maintenant entre les deux armées. Alors, on peut constater que les gens qui sont opposés à cette collaboration entre les deux armées, bien sûr, ils essayent de tout saboter. Alors, par exemple, ici, alors que Trump avait déjà prononcé son serment d'investiture, il y a eu une livraison de blindés à une organisation kurde. Donc ça, c'est un ordre qui avait été donné par Obama, mais qui a été appliqué sous Trump. Bon, c'est évidemment du sabotage, mais le temps que les ordres se propagent dans cette énorme machine,
ça ne se fait pas instantanément. Ou on voit au Donbass les partisans de Mme Clinton ou de Mme Kagan, là, Victoria Nuland, là, ces gens-là ont relancé une guerre absolument effroyable au Donbass, et le président Trump ne pouvait rien faire. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a reçu la leader de l'opposition ukrainienne avant de prendre le coup de téléphone du président Poroshenko. Il a reçu Yulia Tymoshenko à Washington. Donc on voit qu'il essaye d'avancer malgré les résistances dans sa propre administration, qui sont des résistances terribles. Hein. Voilà. Mais c'est pas tout. Le président Trump avait dit qu'il voulait mettre fin à l'ensemble des traités de libre-échange qui ont été imposés par les États-Unis au reste du monde. Ouais, tout à fait. Alors, il a tout de suite retiré sa participation à la fin de la négociation sur le traité transpacifique. C'était facile, c'était pas encore signé. Bon. Mais c'est un message très important parce que le traité transpacifique, c'est quelque chose qui a été fait pour amener tout un tas d'alliés à commercer avec les États-Unis, mais pas la Chine. C'est un traité contre la Chine. Et quand il abroge ce traité, ça veut dire qu'il veut retrouver des relations commerciales normales avec la Chine. Parce que la base de sa politique, c'est nous ne devons pas être les premiers, nous devons être les meilleurs. C'est très très différent. Si on est les premiers, ce que pensaient Paul Wolfowitz, George Bush et Barack Obama, si on est les premiers, bon ben, il faut tuer tout le monde et puis on sera les premiers. Mais Paul Wolfowitz allait même plus loin puisqu'il disait que les États-Unis peuvent souffrir de grands dommages si cela leur permet de rester les premiers. Donc, on est prêt à perdre un bras si ça nous permet de vous couper 2 bras à vous. C'est quand même une manière de penser absolument effroyable. Donc ça, c'est fini. Lui, ce qu'il dit, c'est nous voulons être les meilleurs. Et être les meilleurs, ça suppose qu'il y a des règles les uns par rapport aux autres, qu'il y a une éthique dans ce combat. C'est pas du tout la même chose. Donc il agit comme un chef d'entreprise, enfin comme un chef d'entreprise normal, pas comme certaines multinationales, mais il agit comme un entrepreneur normal. Oui. Alors, il a également reçu, alors là c'était à New York, il a reçu Jack Ma, la deuxième fortune de Chine, le créateur d'Alibaba. Jack Ma, c'est l'homme qui s'est rendu célèbre en déclarant à Davos que non, nous ne vous avons pas détruit d'emplois, c'est vous qui dépensez trop d'argent en faisant des guerres. Voilà. On ne peut pas se tromper sur sa position. Et Jack Ma et Donald Trump ont discuté de la possibilité de faire rentrer les États-Unis dans la banque d'investissement créée par la Chine. Vous savez qu'il y a une volonté de la Chine de sortir du système financier international de la Banque mondiale et que la Chine a créé une banque d'investissement pour les infrastructures qui doit lui permettre de construire les 2 routes de la soie, c'est-à-dire l'objectif de la présidence de Xi Jinping, les 2 routes de la soie. Et l'administration précédente, enfin c'est depuis longtemps, hein, les États-Unis pensaient que pour dominer le monde, ils devaient contrôler les océans avec les Britanniques et obliger toutes les transactions commerciales à avoir lieu à travers les océans, donc sous leur contrôle. Alors que la Chine et la Russie ne peuvent se développer que s'ils ont un moyen de transporter leurs biens et les produits qu'ils cherchent à vendre par la voie terrestre. Donc il y a une grande bataille depuis des années pour empêcher la construction des 2 routes de la soie. La route de la soie historique, celle qui va de la Chine jusqu'en Syrie, et qui
après permet de traverser la Méditerranée et de vendre des produits en Europe. Alors on a oublié, parce que tout le monde reconstruit l'histoire, mais pendant l'Antiquité, en Europe, on consommait des produits chinois. C'était extrêmement fréquent. La route de la soie, ça a fonctionné pendant des siècles, et puis ça s'est effondré un peu avant la fin de l'Empire romain. La deuxième route de la soie doit passer à travers la Sibérie, et soit par l'Ukraine, soit par la Biélorussie, et arriver dans l'actuelle Union européenne. Et là, comme par hasard, vous avez une guerre en Ukraine. Donc les guerres d'Ukraine et les guerres de Syrie sont indispensables pour mener cette politique d'empêcher le développement de la Russie et de la Chine. C'est la seule vraie raison de ces deux guerres. Vraiment, c'est la seule. Même s'il y a beaucoup de petites raisons à côté qui ont permis de faire rentrer des gens dans cette guerre, la seule raison qui fait que les États-Unis l'ont continué, c'est ça. Donc, si les États-Unis rentrent dans cette banque d'investissement et participent à la construction de ces routes de la soie, alors il y aura un véritable commerce mondial sur des bases bilatérales et non pas en imposant des règles et des tribunaux à tout le monde. Là, il y aura une paix qui s'installera parce qu'il n'y aura plus de raison de faire la guerre telle qu'on la voit dans le Donbass et en Syrie. Bon. Et c'est pas tout, il fait encore plein d'autres choses, le président Trump. Au plan financier, alors ça on en a parlé dans les médias, il a abrogé la loi Dodd-Frank. C'est la loi qui a été faite au moment de la crise financière de 2008. Ouais. Donc on a dit il faut trouver un système pour éviter de se retrouver à nouveau dans cette situation où il y a des banques too big to fail, c'est-à-dire trop grosses pour s'effondrer. Parce qu'en fait, au moment où elles s'effondrent, ça fait des dégâts terribles. Voilà. Alors on a construit une sorte de code financier colossal. Il y a 2300 pages dans cette loi. 2300 pages. Et alors il y a des choses bien là-dedans, mais l'idée générale de ce texte, c'est de créer une tutelle du Trésor des États-Unis sur les banques. Donc évidemment, ça étouffe complètement l'économie. Alors il a abrogé ça. Et il semble, alors ça moi je ne sais pas, ça m'a été dit par Christine Bière là, de Solidarité et Progrès, elle m'a indiqué que ses correspondants aux États-Unis ont eu l'assurance de la part du porte-parole de Donald Trump qu'actuellement se préparait une réforme visant à séparer les banques de dépôt des banques d'investissement. Ça, c'était un très vieux problème. La stabilité du système, non seulement financier mais économique, dépend de ça, en fait. Et dernière chose vraiment d'importance, le président Trump est en train d'envisager de mettre fin aux Nations Unies, aux forces de maintien de la paix. Alors ça, c'est très, très important. Donc, Nikki Haley, la nouvelle ambassadrice aux Nations Unies, a demandé un audit général de toutes les missions de maintien de la paix. Il y en a dans 16 théâtres d'opération. Il y a plus de 100 000 hommes qui sont impliqués là-dedans. Et contrairement à ce que leur nom laisse supposer, ces opérations de maintien de la paix n'ont jamais maintenu la paix nulle part, mais absolument nulle part. Ces opérations n'existent pas dans la Charte des Nations Unies, et elles sont même contraires à l'esprit de la Charte des Nations Unies. Ces opérations, comment dire ? D'abord, la Charte des Nations Unies elle-même, elle prévoit de prévenir et éventuellement de régler des différends entre des États. Jamais des problèmes intra-étatiques, mais des différends entre les États. Donc, au début, quand il y avait un conflit, les Nations Unies essayaient de négocier un cessez-le-feu et on envoyait des observateurs militaires pour vérifier que les deux parties
respecter leur engagement. Voilà. Mais avec le temps, on a dit ça va pas ces choses-là. Ici, il y a des conflits, mais les deux parties sont complètement irresponsables. Nous, les grandes puissances, qui avons tant d'expérience et qui sont tellement morales, nous allons rédiger un cessez-le-feu et nous allons vous l'imposer et nous allons envoyer une force de maintien de la paix pour faire respecter le traité que nous avons signé pour vous et dont vous ne voulez pas. Voilà. Alors, deux exemples. Ici, au Proche-Orient, il y a la finule qui est installée pour séparer Israël et le Liban, puisqu'il y a eu plusieurs guerres entre les deux États. Mais cette finule n'est installée que sur le territoire libanais, pas sur le territoire israélien. C'est étrange quand même. Hein. Bon. Depuis que cette finule est installée, il y a eu plusieurs guerres entre Israël et le Liban. Et la finule regardait les missiles lui passer au-dessus de la tête. Donc, la présence de cette force de maintien de la paix ne maintient absolument aucune paix. Cette force de maintien de la paix n'a empêché aucune guerre. Mais cette force de maintien de la paix espionne en permanence la résistance libanaise et fait passer de l'information aux Israéliens qui préparent leur prochaine attaque. Voilà. Autre exemple, il y a une autre force de l'ONU à la frontière, ou plutôt à la ligne de démarcation entre Israël et la Syrie, au plateau du Golan. Plateau qui est occupé illégalement par l'État d'Israël depuis 1973. Illégalement aux yeux de l'ONU, de la communauté internationale, pas simplement de moi. Hein. Bon. On a mis une force de maintien de la paix, et là, pendant cette guerre, les forces d'Al-Qaïda, l'organisation terroriste que tout le monde condamne, hein, les forces d'Al-Qaïda, soutenues par l'armée israélienne, ont mis à la porte les troupes de l'ONU. Qu'est-ce que ça a changé? Rien, absolument rien. Rien. Donc à quoi servent ces troupes? Ça dépense de l'argent et en fait, ça vient prolonger une situation. Chaque fois qu'il y a ces troupes, on est sûr qu'il n'y aura pas de solution. Et comme il n'y aura pas de solution, les grandes puissances vont pouvoir continuer à imposer ce qu'elles veulent à cet endroit-là. Donc, en remettant en cause ces prétendues forces de maintien de la paix, Donald Trump s'apprête à libérer de nouveaux États, pas simplement les États-Unis. Voilà, donc tout ça pour dire que malgré ce qu'on peut lire dans les journaux, moi je trouve que les premiers pas de Donald Trump en politique sont extrêmement positifs. Parce que là, évidemment, ce que tu nous indiques, il est détesté par l'ensemble de la presse, il a le monde contre lui, les médias, les politiques. Est-ce qu'il va pouvoir quand même tenir avec tout ça, toute cette marée on sait très bien qu'il a aussi contre lui Soros, tout un tas de milliardaires philanthropes qui soutiennent comme ça des manifestants, on le sait. Alors, moi, j'en sais absolument rien. Il faut se rendre compte que l'État profond aux États-Unis, c'est une machine gigantesque, que au cours des dernières années, cet État profond s'est étendu en dehors des États-Unis, puisque clairement, cet État profond contrôle l'OTAN aujourd'hui. On le voit à travers cette campagne de presse d'ailleurs, contrôle l'OTAN. Alors, c'est Stoltenberg et le général Carpiotti là, qui tiennent le haut du pavé. Ils tiennent aussi la politique étrangère de l'Union européenne avec Federica Mogherini. Il faut savoir pourquoi elle est là, cette dame. Hein. Elle est là parce que elle a fait son sujet de thèse en sciences politiques.
c'est l'islam politique. C'est extraordinaire quand même. C'est-à-dire que c'est une spécialiste des frères musulmans. D'accord. Voilà. Mais spécialiste dans le soutien aux frères musulmans. Très proche, j'imagine, voilà. Voilà. Donc, il y a cette dame, et puis, surtout, à l'ONU, le vrai chef de l'ONU, c'est pas le secrétaire général qui prononce des beaux discours et qui coupe des rubans. Le vrai chef, c'est le directeur des affaires politiques. Et c'est monsieur Jeffrey Feltman, l'ancien adjoint de Madame Clinton. Et ce monsieur, dont la fonction officielle, c'est de négocier la paix, ce monsieur organise lui-même la guerre. Et, par exemple, ici, en Syrie, Monsieur Feltman, qui, je signale, il avait été ambassadeur à Beyrouth et c'est lui qui a organisé l'assassinat de Rafik Hariri. C'est un secret de polichinelle, cette histoire-là. Monsieur Feltman, ici en Syrie, a fait rédiger un projet de capitulation totale et inconditionnelle de la Syrie, qui est un texte qui n'a pas d'équivalent que je connaisse. C'est pire que les conditions qui ont été imposées au Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que le Japon était coupable et que la Syrie n'a rien fait. Donc voilà, ce sont ces gens-là qui, de l'extérieur des États-Unis, viennent soutenir l'État profond qui est aujourd'hui opposé à la Maison-Blanche. Et non seulement il y a ça, mais il y a des très grandes compagnies qui, alors vous citiez George Soros tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'autres compagnies qui sont dans cette histoire-là. Alors, il y a le fonds d'investissement KKR, par exemple. C'est le fonds d'investissement qui transfère l'argent des Saoudiens sur Daesh. C'est eux qui font ça. Voilà. Vous avez la société Lafarge. Alors en France, on dit Lafarge a accepté de l'argent ou a donné de l'argent à Daesh. C'est complètement ridicule cette histoire-là. Non, Lafarge a construit la ligne de défense souterraine des djihadistes au cours des années 2013-2014. Et c'est une ligne de défense. Nous savons que la quantité de ciment qu'ils ont utilisée, c'est la même que celle que le Deuxième Reich allemand, Wilhelm II, avait utilisé pour construire la ligne Siegfried pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose de gigantesque qui a été construit là. C'est totalement illégal, bien sûr, en droit international. Bon. Vous avez le cas de Caterpillar, qui a fourni ici des... comment ça s'appelle vous savez, c'est ces engins qui servent à creuser le métro. Hein. Ouais. Donc, ils ont amené ça ici, ils ont creusé des tunnels partout. Et en quelques jours, ils creusent un tunnel de plusieurs centaines de mètres. Bon. Alors, ça n'arrive pas ici n'importe comment, il ne faut pas croire. Ou vous avez Toyota qui a fourni des quantités invraisemblables de pick-up pour Daesh. Oui, et vous savez que ce sont des pick-up spéciaux parce que les pick-up normaux de Toyota ne peuvent pas résister à la température ici en été, ni au sable dans le désert. Donc ce sont des modèles spéciaux qui ont été conçus pour l'Arabie Saoudite. Il n'y a qu'un seul importateur de ça, un seul. Voilà. Donc voilà, il y a un seul pour tout le Moyen-Orient. Hein. Il y a des grandes sociétés qui sont jusqu'au cou dans le soutien aux guerres impériales qui ont été menées ici. Et ces sociétés, bien sûr, s'opposent à Donald Trump. Parce qu'en France, sur justement cette affaire syrienne, on observe qu'il y a de plus en plus une parole quand même qui s'est libérée de la part de certains députés, de certains journalistes, et même dans les grands médias, on a vu récemment passer des choses, même Mélenchon avec un journaliste, c'était avec, comment il s'appelle, Yves Calvi, mais on a vu, il y avait Éric Denessé aussi qui était passé à LCI, et c'est des choses qu'on entend, qu'on n'entendait pas avant, où on pourrait dire presque, il n'arrive plus à retenir l'idée en tout cas que
l'Occident a soutenu des djihadistes là-bas, quoi. Ça commence vraiment à Oui. sortir. Alors, pour Éric de Nessay, il l'a dit depuis longtemps et c'est Ouais. les médias qui l'ont empêché de parler. Pour les politiques, c'est quelque chose qui s'est fait euh, au cours des 2 dernières années. Mhm. Certains ont pris la parole en public, mais il y a actuellement des contacts très, je vais dire, assez fructueux entre les autorités syriennes et d'assez nombreux hommes politiques français. Ouais. Oui, parce qu'on a vu Jacques Millard, Jean Lassalle, etc. Oui, Enfin, il y a oui, tout un tas de gens qui oui. ont plus du tout le même son de cloche. À tel point d'ailleurs que ils essayent, bon, ils utilisent toujours la même technique, on dit c'est des conspirationnistes, c'est des horribles fascistes, ils soutiennent Bachar, enfin on essaye de les diaboliser, mais Oui. on voit que ça tient pas trop, quoi. Parce que C'est difficile de faire croire que Jean Lassalle est un fasciste, hein, quand même. oui, voilà, c'est pour ça, je dis ça, ça limite, quoi. Bon, voilà, ils essayent de... j'ai l'impression quand même que cette information, elle transpire maintenant. Elle a réussi. En fait, la chape de plomb est en train de céder, on a l'impression, un petit peu quand même. Oui, mais en même temps, il y a des résistances très fortes. Là, je voyais il y a quelques jours, Libération a fait un cahier intérieur pour les enfants sur les horreurs en Syrie. C'est vraiment de la propagande de guerre pour des enfants. C'est ahurissant de voir ça. Bon. Ouais, Donc, les choses ne sont pas, les pages ne sont pas encore tournées. ouais, ouais. Mais ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens se rendent compte que ce qui les empêchait de parler en public est en train de s'effondrer. Donc, ils, euh, ils prennent des risques en s'exprimant maintenant publiquement. Ils pensent, un risque calculé, ils pensent survivre à ce risque-là. Parce que sans quoi, le seul exemple, c'est un type comme moi qui va dire ce qu'il pense, mais le résultat, c'est que voilà, j'ai été obligé de m'enfuir. Bon. Ouais. Et la vie en exil, ça plaît à assez peu de gens quand même, hein. Ouais, parce que je vois par exemple, même quand bon, on a vu bon, dans le débat, je pense particulièrement le débat des prières de la droite, où à un moment, il y a le sujet de la Libye qui a été évoqué, et franchement, il y a eu un espèce de malaise sur le plateau Oui, de tout le monde, et on sentait qu'il y avait une espèce de truc où ce malaise, ça démontrait pour moi que la vérité n'était plus évidente finalement. Ça veut dire que leur storytelling qu'ils nous avaient raconté, ben, ils arriveraient plus à oui, nous refouguer plus oui, facilement puisqu'il y a un malaise. Voilà, c'est oui. étonnant. Mais quand vous avez vu la primaire de la gauche, Ouais. tous les candidats de la gauche, y compris un qui est un ancien administrateur de notre association, tous les candidats de la primaire de la gauche ont expliqué que cette guerre était justifiée, que Bachar el-Assad était un assassin, un dictateur, un tortionnaire, etc. Bon. Donc, au Parti socialiste, il n'y a pas ce malaise. Ça Ouais, n'a pas non. encore atteint toute la société. Oui, non, voilà, oui, 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 ça n'est pas encore atteint, mais je dirais certaines couches, quoi, on va dire, voilà, certaines couches, ça commence en tout cas à transpirer. Et du côté aussi, alors justement, je fais le lien parce qu'avec, évidemment, il tape beaucoup sur Bachar et on tape beaucoup sur Poutine. Alors Poutine, Mm. c'est devenu l'épouvantail, on nous explique c'est de plus en plus surréaliste, Poutine serait responsable de tout, des élections américaines, de Fillon, de Marine Le Pen, enfin c'est Oui, oui. super Poutine, Oui. Moi, on lui ce que je attribue presque remarque, des c'est pouvoirs que magiques. on nous dit en même temps qu'il faut féliciter des lanceurs d'alerte quand ils révèlent des choses qui sont cachées, mais on accuse, de manière arbitraire, on accuse la Russie d'avoir révélé des emails du Parti démocrate, et là, c'est un crime. Ouais, ouais. C'est- Parce que toute Donc, cette... j'ai du mal à comprendre cette logique. ouais. Parce qu'il y a une vraie cabale là-dessus où Poutine, bon, on l'accuse de tout, il est devenu voilà, en Oui, oui, plus, mais moi je dis, s'il avait fait ce dont on l'accuse, on devrait l'en féliciter. ouais, Oui, bien ouais, ouais. sûr. Mm, mm. Parce qu'on l'accuse d'avoir influencé la campagne américaine, et on pense, alors Non, beaucoup d'observateurs, ouais, on l'accuse d'avoir piraté le serveur du Parti démocrate et d'avoir ouais, diffusé diffusé. des emails absolument effrayants de l'équipe de campagne. Voilà. Alors ça a eu de l'influence sur les électeurs. Ben, heureusement que ça a eu de l'influence sur les électeurs.
Ouais. Parce que ça s'est joué aussi là-dessus. Alors, que penser de Julian Assange? Je repose la question, parce qu'il a joué un rôle déterminant dans cette campagne avec Trump. Il a quand même contribué, on va dire, un peu à son élection avec toutes les affaires qu'il a balancées, non? Oui, oui, oui. Oui, ouais. Est-ce que penser que Julian Assange, c'est quand même... parce que est-ce que sa situation, elle va s'améliorer avec Trump, justement? Est-ce qu'on peut envisager qu'il puisse être libéré? Franchement, j'en sais rien, Ouais, ouais, mais je pense que le président Trump ne fera rien pour l'inquiéter. ouais, Enfin, sa ouais. situation ne va pas empirer, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, 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 oui. Ouais, remarque, il est déjà bien confiné. On va faire Oui. une petite pause, et puis on revient dans 10 minutes, et puis on Ok. reprend le cours de l'émission. À tout de suite. La régie, j'imagine qu'elle est prête, j'imagine que j'apprends un peu de cours, mais bon, ça va aller, il va pouvoir gérer.